merci, professeur, cette très éclairissante conférence. Je vais maintenant vous demander, vou passar ao período de perguntas e respostas. Peço-vos que então que as coloquem, se quiserem, em francês ou noutra língua, que eu faça a tradução, e então teremos então aqui momento de debate. Por favor. Je vais essayer de parler français, mais si je ne peux pas continuer, je modifie mon discours pour l'anglais. Ok. Je pense que votre discours est très intéressant, mais vous parlez de la it's unsustainable, the unsustainable of this model. So what I'm thinking of is this model is not sustainable, but is the only one that can assure that you have the experience of nature through landscape, and because you have this experience, you can think about the ancient models of China and Japan, and the fruition of the Qi. You know the Qi, the concept of the Qi. So, this is not a sustainable model, but how can we find a sustainable model? Where? And do we have any choice? Je m'arrête ici. Bon, je vais répondre en français. Je comprends votre français, mais je ne parle pas français. Mais je comprends. Oui, donc soutenable et le contraire insoutenable, ça n'est pas simplement du point de vue écologique, c'est également d'un point de vue sociopolitique et éthique, puisqu'il s'agit aussi d'égalité entre les citoyens, et aussi d'un point de vue esthétique, parce que l'éclatement de la ville s'est traduit par le ravage du paysage urbain et du paysage rural, à la fois. Et en particulier, là où il y avait autrefois une limite nette entre la ville et la campagne, autrefois il y avait même un mur, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle en français entrée de ville. Entrée de ville, c'est ce qu'il y a de plus laid, de innommable. Ça n'est plus rien du tout, c'est pas vraiment un paysage, c'est un espace qui est créé par et pour l'automobile, et qui n'est ni la ville ni la campagne, et qui est, si vous êtes paysagiste, c'est vraiment la bête noire du paysagiste. Mais donc là, il s'agit d'une insoutenabilité esthétique. Le fond de tout cela, c'est un problème d'ordre ontologique qui est ce que on pourrait appeler une décosmisation. Parce que les villes anciennes, c'était une époque, c'est-à-dire avant la modernité, une époque où les choses avaient visiblement et évidemment pour tout le monde un ordre général. Chaque société produisait son ordre particulier, un ordre cosmique, cosmologique. Par exemple, pour les sociétés chrétiennes, c'était bien entendu un ordre qui tournait autour de la religion, avec l'idée d'un Dieu, etc., qui pouvait produire tous ces paysages qu'aujourd'hui nous trouvons beaux, mais que nous ne savons plus faire, parce que la modernité a introduit petit à petit, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, ça s'est fait dans plusieurs siècles, une décosmisation, parce que le moteur principal de cette histoire s'est donné pour idéal la machine.
Ça paraît bizarre de le dire, mais le paradigme scientifique du XVIIe siècle est un paradigme mécaniciste, c'est-à-dire une mécanique d'objets qui est la naissance de l'objet moderne en même temps que, corrélativement, la naissance du sujet moderne et entre les deux une coupure ontologique qu'on appelle dualisme. Mais cette coupure ontologique, elle s'est traduite petit à petit. Bon, au début, c'est simplement d'ordre conceptuel, mais ensuite, ça s'est traduit de plus en plus, ça s'est matérialisé de plus en plus. Et j'en parlais hier à Évora, à propos de l'idéologie qui a soutenu le mouvement moderne en architecture et les suites du mouvement moderne en architecture, l'idée d'un espace absolu qui vient de Newton, qui a donné l'espace universel, selon l'expression de Mies van der Rohe, puis les idées d'objets qui ont fini par engendrer les objets que sont devenus les immeubles actuels, les constructions détachées de leur entourage, des objets isolés. C'est la fin de ce qui avait produit la composition urbaine. Nous, quand nous sommes touristes, nous allons voir des villes anciennes et nous admirons la composition urbaine. Mais ce que nous faisons, c'est une décomposition. Parce que, des raisons qui sont fondamentalement d'ordre ontologique. Ça sera très difficile à changer. Nous avons besoin d'une autre ontologie, d'une autre logique pour soutenir une autre ontologie, etc. Ce n'est pas simplement des recettes urbanistiques qui résoudront le problème. Mais il y a des solutions d'ordre purement urbanistique. Vous avez vu, depuis la fin des années 90, donc depuis maintenant une douzaine ou une quinzaine d'années, petit à petit, les urbanistes se sont convaincus que les villes compactes sont plus soutenables que les villes éclatées. Donc, dans le monde entier, on s'est mis à chercher à brider l'étalement. Pardonnez-moi, mais j'ai une question. Vous parlez des villes compactes, vous parlez d'une éthique d'inégalité, mais vous croyez que les villes compactes peuvent donner à les personnes peuvent donner l'expérience éthique. It's an ethical experience. It's an aesthetical experience. And do you think that this compact, this equalitarianism can give this kind of experience? C'est possible. C'est possible. Parce que l'art humain peut créer de magnifiques jardins, même dans des villes. Vous avez Central Park à New York, vous avez le parc Gulbenkian à Lisbonne. C'est là où vous pouvez avoir une expérience. Évidemment, c'est une nature recréée, mais vous pouvez avoir une expérience profonde, puisque l'art, justement, peut faire ça. Et puis, on peut calculer également que si l'on préserve davantage les paysages non urbains, en ayant des villes plus compactes, on protège les paysages non urbains. Donc, si vous avez des vacances, vous pouvez y aller et là faire une expérience moins polluée que si tout est étalé, tout est confus et tout est mélangé. Pour que le milieu humain ait du sens, il y a besoin de contraste, et en particulier de contraste entre la ville et la non-ville. Merci beaucoup. Outra questão que foi colocada.
Quoi? Je peux vous parler sans le microphone, je pense qu'on peut m'écouter. Alors, à vous entendre, il paraît que le concept de paysage était néfaste pour l'humanité, parce qu'il était d'un certain côté responsable pour la destruction de la nature. Et aussi, en partie, il est le fruit de la dichotomie entre l'objet et le sujet. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ça fait du sens, le paysage? Qu'est-ce que vous pensez pour le futur, le concept de paysage? Est-ce que ça fait encore un sens? Alors, le paysage en soi n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est pour toutes les choses d'un monde humain, on peut leur donner un sens positif, un sens négatif, une application positive, une application négative. Donc le paysage en soi, c'est-à-dire la notion de paysage est apparue quand une partie de la société, d'un point de vue esthétique, s'est mise à regarder la nature ou l'environnement en tant que paysage. Plus tard, cette façon de voir s'est répandue aujourd'hui à peu près dans toute la société, au moins dans nos sociétés en Europe occidentale. L'usage qu'on en fait, ça peut être très bon ou très mauvais. C'est, par exemple, nous sommes allés voir hier un cromlech. Bien. Je ne sais plus comment il s'appelle. Amir. Oui, bien. C'est très beau. C'est très beau et heureusement, aujourd'hui, les voitures s'arrêtent à 500 mètres ou 200 mètres. Elles ne vont plus jusqu'au pied du cromlech. Vous voyez, si on laisse faire, on détruit le paysage. Donc il ne faut pas laisser faire. Donc le paysage, il faut le préserver. Ça, c'est une discipline sociale, sociopolitique, une réglementation qui respecte le paysage. C'est très bénéfique. Donc je ne dis pas du tout que le paysage est néfaste. Je dis que c'est l'usage social actuel du paysage qui produit des effets négatifs. Ça vaut pour toutes les prises que nous avons sur la nature. Nous avons des prises avec c'est-à-dire. Et les prises, c'est toujours ambivalent. Si vous préférez que je le dise en anglais, il y a la notion de affordance que James Gibson a produite il y a maintenant une bonne génération. Ça aussi, c'est une sorte de prise que nous avons sur les choses de notre milieu. Et d'un point de vue logique, ça consiste non pas à voir des objets en soi, ça consiste à établir une relation qui donne un sens particulier à la chose. Et c'est dans cette relation que la chose prend une certaine valeur. Valeur positive dans certains cas, valeur négative dans d'autres cas. Alors, c'est l'histoire de cette valeur dépend naturellement de toutes sortes de facteurs qui sont d'ordre anthropologique, mais qui supposent toujours une base naturelle. Donc nous pouvons maîtriser dans une certaine mesure ces prises que nous avons sur la nature, mais qui sont également en rapport avec notre structure ontologique. Donc c'est très complexe, mais on peut arriver à le maîtriser dans une certaine mesure, et le paysage notamment, on peut arriver à le maîtriser dans une certaine mesure. Malheureusement, le paysage, c'est une chose collective, et quand il est accaparé par une partie de la société, le résultat peut être très